De retour sur le plateau du Grand Direct, c'est l'heure du débat en marge de la conférence internationale sur la lutte contre l'État islamique. Les ministres russes, allemands et français des affaires étrangères se sont réunis en début d'après-midi à Paris pour s'entretenir de la crise ukrainienne. Une crise qui pourrait s'inviter dans les débats sur la lutte contre les djihadistes. C'est l'objet de notre question du jour. Les tensions entre Washington et Moscou sont-elles un obstacle à la lutte anti-État islamique? On va en discuter dans un instant avec nos experts. Meir Rosen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à Washington, et Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Vous allez nous donner votre avis sur la question dans quelques instants, mais d'abord on va tout de suite écouter celui des téléspectateurs. Vous les avez recueillis, Leslie Rezouk, sur cette question. Donc, est-ce que les tensions entre Washington et Moscou sont susceptibles d'être un obstacle à la lutte anti-islamique? Promis de détruire. Oui, bonsoir Daniel. Alors que Barack Obama a promis de détruire l'État islamique, la Russie reste-t-elle toujours hostile à l'idée d'une intervention militaire sur le terrain? Selon Moscou, des attaques menées par la coalition constitueraient une violation du droit. Et voici donc la question que nous avons posée ce soir à nos internautes. Les tensions entre Washington et Moscou sont-elles un obstacle à la lutte anti-État islamique? Alors regardons tout de suite les résultats de notre sondage. Eh bien, comme vous le voyez, 53% des internautes ont répondu oui. 45% ont répondu non et 2% sont sans opinion à ce sujet. Vous le voyez donc, c'est le oui qui l'emporte ce soir avec une courte majorité. Néanmoins, une majorité des votants estime en effet que les dissensions entre les États-Unis et la Russie peuvent être un véritable frein à la lutte contre l'État islamique. Pour Philippe Tanguy, les mésententes entre les grands du monde favorisent l'expansion de l'État islamique et risquent donc de réduire à néant les actions militaires entreprises actuellement. C'est donc bien sur cette incapacité des grandes puissances à s'accorder efficacement que nos internautes ont particulièrement réagi. Ces deux pays devraient mettre leurs égos de côté et s'allier pour pouvoir mettre à mal le plus rapidement possible la menace terroristo-islamique qu'est l'État islamique, nous explique même Patrick Jamissen. Malgré tout, comme je vous le disais, ils sont 45% à estimer que les désaccords diplomatiques entre les États-Unis et la Russie n'ont pas de véritable impact sur la progression de l'État islamique. Marc Collisson souligne par exemple que Washington et Moscou sont en froid depuis toujours et que chacun de leur côté, ces deux pays ont toujours su gérer plus ou moins les conflits internationaux. Enfin, selon Sylvie M, ces deux pays sont éloignés de la réalité du terrain. Ce sont les pays arabes qui doivent être le véritable moteur de la lutte contre l'État islamique. Voilà donc Daniel pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités sur le plateau et je vous rappelle également que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter et à voter sur notre page internet www.i24news.tv. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Leslie Rezouk pour avoir recueilli ces avis de téléspectateurs. Une première réaction, mais Rosen, une majorité de ces téléspectateurs qui estiment que oui, ces tensions entre Washington et Moscou sur la crise ukrainienne peuvent être un obstacle à la lutte contre l'État islamique. Vous en pensez quoi? Je crois que d'abord, quand on analyse ces deux problèmes, je crois qu'il y a une similitude entre les deux problèmes. D'abord, en ce qui concerne la lutte contre les djihadistes et l'État islamique, c'est le désir de ces djihadistes de reconstituer le califat. Le désir de Poutine, c'est de reconstituer ce qui était l'Union soviétique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment, en 1991, quand l'Union soviétique a disparu, Poutine a dit que c'est la catastrophe mondiale la plus grave qui soit arrivée. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, Obama a essayé de ne pas intervenir directement militairement, ni dans l'affaire irakienne. Il a laissé la France jouer dans l'affaire de Libye. Je veux dire, il a laissé la France jouer un rôle primordial, comme Bush, dans l'affaire irakienne aussi, voulait rester un peu derrière toute l'opération. Alors, Obama est arrivé au stade où le problème, il a beaucoup de problèmes à la fois. Et d'habitude, le président des États-Unis utilise le deuxième terme pour assurer sa place dans l'histoire du monde et l'histoire des États-Unis.
Or, et c'est pourquoi il a voulu se concentrer sur les problèmes internes et il a envoyé son secrétaire d'État, M. Kerry, à s'occuper du problème palestinien pendant 9 mois et nous connaissons la suite. Et dans les affaires actuelles aussi, le secrétaire d'État joue un rôle prédominant. Je crois que le problème islamique en ce qui concerne les États-Unis ne présente pas le même problème pour Poutine, parce que Poutine a une population musulmane assez importante. Et les États arabes, comme vous avez mentionné justement, ne veulent pas se mettre à l'avant. Et quand l'Égypte, par exemple, est parmi ceux qui ont appuyé l'action des États-Unis, on dit qu'ils ne vont jamais envoyer des soldats. C'est-à-dire que l'Égypte est prête à lutter jusqu'au dernier soldat américain, mais il ne veut pas nuire à ses rapports avec les membres de la Ligue arabe. Alors le problème est extrêmement complexe, mais je crois que le problème djihadiste est d'une telle importance pour les États-Unis qu'il peut endiguer le problème de l'Europe orientale, parce que la plupart des États de l'Europe orientale qui étaient sous la domination soviétique ont quand même passé plus de 20 ans de liberté. Et on voit que la Moldavie et les autres, la Pologne, la Tchécoslovaquie, c'est plus facile à les mobiliser pour lutter contre cela qu'en ce qui concerne le problème djihadiste. Alors vous avez parlé de ces intérêts des États-Unis, de la Russie. D'un point de vue militaire, quels sont les intérêts de la Russie en Syrie? Énorme pour la Russie, parce que c'est le seul endroit où elle a un pied au Moyen-Orient. Par exemple, dans la mer Noire, le port de Tartous en Syrie, c'est l'unique base navale de tout le Proche-Orient pour la mer Noire, à laquelle peut accoster la flotte militaire russe. Alors que les Américains peuvent venir à Haïfa, en Égypte, dans des tas de pays. Les Russes n'ont qu'une seule base navale donc dans la mer Noire, et qui est le bout de la Méditerranée, donc c'est extrêmement important pour eux. Les seuls endroits où ils ont des options stratégiques sont également en Syrie. Il faut ajouter à cela que la Syrie leur apporte une moyenne de 1 milliard de dollars par an en achat d'armement. Le gouvernement de M. Assad s'approvisionne généreusement chez les Russes, et encore avec du matériel qu'ils ont du mal à vendre ailleurs. Et puis il y a tous les intérêts stratégiques, extra-militaires mais stratégiques tout de même. C'est le pétrole. Les Gazprom et Tafnet, dont les grosses compagnies de pétrole et de gaz russes, sont absolument implantées en Syrie et en Irak d'ailleurs. Et donc là il y a des intérêts énormes, d'autant plus qu'il faut quand même ajouter la Chine. N'oublions pas que de ces deux régions, Irak-Syrie, la Chine importe 50% de son pétrole. La Chine dépend énergétiquement de l'Irak, de la Syrie. Donc avec tout ce qui se passe maintenant, il y a un intérêt énorme Alors, vous l'avez dit, un intérêt stratégique, un intérêt financier. Puis il y a également ces centaines de combattants tchétchènes qui auraient rejoint les rangs de l'État islamique et qui sont les ennemis jurés de Poutine. Oui, alors évidemment, Poutine n'aime pas les Tchétchènes, mais si l'on réfléchit à ce qui est en train de se passer, moi je suis assez d'accord avec les 2% des téléspectateurs qui n'ont dit oui ni non. Et je crois que leur hésitation est intelligente, parce que nous sommes en plein tâtonnement. Barack et Obama bégayent, Poutine piétine, les Européens tâtonnent, tout le monde est en train de voir, de vérifier, pendant que, effectivement, Daesh fait absolument ce qu'il veut. Vous êtes d'accord? Il y a une improvisation de la scène internationale face à l'État islamique? Il y a un aspect qu'il ne faut pas ignorer, c'est que le problème des djihadistes est très grave pour l'Europe occidentale, parce que vous avez déjà des listes de ceux qui sont allés en Irak, qui ont reçu de l'entraînement pour organiser des opérations terroristes à travers l'Europe. C'est un problème très grave pour l'Allemagne, c'est un problème pour la France, c'est un problème pour le Royaume-Uni. On a même parlé de ces Arabes israéliens aussi, tellement grave qu'ils sont en train d'hésiter, de tâtonner, alors que c'est une urgence absolue. Il y a des menaces d'attentats maintenant au cœur de l'Europe. Oui.
Et les Européens continuent Quelle devrait être leur réponse oui, alors? non, le vrai problème, Poutine, pourquoi il ne doit pas s'inquiéter? Pour l'instant, Obama, et cette coalition va faire quoi? Quelques sorties aériennes? Poutine n'a pas à s'inquiéter. Ce ne sera pas efficace selon vous? On ne va pas venir à bout de l'État islamique? Obama n'a pas besoin de mes conseils. Mais il y a une chose qu'il peut faire et qu'il ne fait pas, c'est que s'il permettait l'exportation du pétrole américain vers la Chine ou l'Europe, ça baissera l'influence de Poutine dans les pays, parce que qu'est-ce qu'a fait Poutine? Il a fait dépendre l'économie polonaise, tchèque, Biélorussie, Ukraine par le gaz. S'il faisait baisser le prix du pétrole et le prix du gaz, comme vous avez très justement noté que le problème du pétrole, c'est un problème très grave, et le problème de l'énergie en général. Et alors, ce que Obama pourrait faire, mais Obama, quand il doit intervenir, il a des problèmes que Poutine n'a pas. Parce que jusqu'à ce jour, il y a un débat qui est autorisé à déclarer une guerre. Et depuis le War Powers Act de 1973, qui était proposé par le sénateur Javits dans le temps, il y a une rivalité entre le président des États-Unis et le Congrès. Et ce que Poutine il a beaucoup moins de problèmes sur ce plan-là. Alors le président américain qui n'a pas les mains libres, je voudrais que l'on rejoigne tout de suite Christian Mallard, notre consultant en relations internationales qui a suivi de près aujourd'hui cette conférence à Paris sur l'État islamique. Christian, bonjour. Bonsoir. Alors, on parle de cette implication. Alors voilà, vous avez un ami qui est avec nous en plateau, Meir Rozan, il vous salue. Il est un ami d'une quarantaine d'années, oui. Voilà, les salutations sont faites. On va parler donc de ce dossier ukrainien. À quel point est-ce qu'il peut influencer Vladimir Poutine dans son attitude sur le dossier dans la lutte contre l'État islamique, selon vous? Écoutez, tout d'abord, moi j'ai eu la chance de rencontrer Poutine très longuement 3 fois. Et moi j'arrive à la conclusion que Poutine, avec tout ce que je vois, est le meilleur joueur d'échecs pour l'instant sur l'échiquier politique international. Il sait en effet très bien profiter du retrait américain de la scène internationale, des divisions de l'Europe, et c'est un fin joueur. Alors, moi je pense honnêtement, il a intérêt, comme les autres membres de la coalition internationale, et puis ses amis iraniens et syriens bien entendu, à l'anéantissement du Daesh. D'autant plus qu'au sein de Daesh, il y a, je crois que vous le savez, 200 Tchétchènes, avec leur chef Omar al-Shishani, ce qui veut dire Omar le Tchétchène, qui a menacé Poutine directement en lui disant « je vais mettre le feu dans le Caucase, dans votre arrière-cour, en Tchétchénie, dans le Daghestan ». Alors Poutine comprend aujourd'hui la nécessité d'attaque avec Daesh en Syrie, simplement il ne veut pas mettre en danger son ami Bachar el-Assad, et puis il ne veut pas que la coalition puisse procéder à des frappes aériennes sans un aval officiel au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où bien entendu il est omniprésent et peut dire oui, ou je m'abstiens, ou je mets mon veto. Et connaissant Poutine, je ne suis pas surpris qu'il dise aux Américains, et je crois qu'il le fait en coulisses, moi, ne venez plus m'embêter dans ma sphère d'influence, et l'Ukraine dont vous parliez en fait partie, le bouclier antimissile qu'on veut mettre en Tchéquie et en Pologne en fait partie, donc il voudrait, entre guillemets, permettez-moi l'expression, qu'on lui foute la paix dans sa zone d'influence, mais en échange, je pense qu'on peut lui proposer un marché et lui dire, alors à ce moment-là, Monsieur le Président Poutine, changez d'attitude vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de la Syrie, jouez le jeu avec nous et faites en sorte qu'on obtienne une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde. Merci beaucoup Christian Mallard pour ce décryptage. Je voudrais vous faire réagir là-dessus, Raphaël Jérusalemi. Fin septembre, on va assister à cette réunion du Conseil de sécurité où cette coalition devrait obtenir un aval pour pouvoir lutter contre l'État islamique. Quelle va être la position de Poutine? Est-ce qu'il peut être tenté de vendre son allié Bachar al-Assad pour avoir d'un autre côté un assouplissement des sanctions sur le dossier ukrainien? Non, je ne pense pas qu'il peut utiliser son veto, comme vous l'avez dit. Par rapport à Obama, Poutine, il est très libre dans son action et il peut jouer aux échecs. Il peut, lui, marchander son veto.
Je ne pense pas qu'il va mettre son veto, mais je pense qu'il va faire payer cher le fait qu'il s'abstienne ou qu'il autorise la coalition à attaquer. Ça va lui rapporter quelque chose, justement, par rapport à l'Ukraine. Les sanctions, elles sont là, elles peuvent être levées à tout moment. Les sanctions que lui subit lui font perdre de l'argent. Les sanctions que l'Iran et la Syrie subissent font gagner à Poutine beaucoup d'argent. Parce que toutes les sanctions sont des sanctions qui obligent les compagnies européennes ou américaines à ne pas traiter avec la Syrie et l'Iran. Et donc ces deux pays sont obligés de s'approvisionner chez M. Poutine et en Chine. Et ça lui rapporte beaucoup d'argent. Ça permet aux Iraniens de construire leurs bombes aussi. Mais en parlant de sanctions, vous avez noté une chose très intéressante. Les 30 pays qui se sont réunis aujourd'hui à Paris n'ont pas spécifié quel genre de sanctions ils allaient adopter. Ni quelle nature de riposte militaire, pardonnez-moi, mais ce débat touche à sa fin. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous. Raphaël Jérusalemi, restez avec nous dans un instant. L'interview de Yaakov Peri, ministre israélien des sciences et de la technologie.